Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles. Ce soir, un programme spécial puisque nous allons parler de corruption et d'évasion fiscale en Afrique. Tel que vous le savez, le Covid-19 donne aujourd'hui des opportunités à certains d'optimiser fiscalement leurs avoirs et on sait aussi que le continent est propice à l'évasion fiscale et pourtant la corruption s'arrêterait-elle avec le Covid-19? On ne peut pas le dire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ces deux phénomènes continuent à gangréner le continent. Pour en parler, deux invités avec vous sur le plateau. Donc, Monsieur Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir, Sire, bonsoir aux auditeurs. Merci d'être là. À vos côtés, Mbaïfa Diallo, bonsoir. Merci et bonsoir à tous. Voilà, pour donc animer ce plateau, je serai accompagné de Sadio Morel-Kanté. Bonsoir Sadio. Bonsoir à vous tous. Alors Sadio, bien avant de donner la parole à nos invités, d'abord, comment comprendre ce phénomène en cette période de Covid-19 entre corruption et évasion fiscale sur le continent? Oui, mais c'est un couple qui a toujours coexisté en Afrique. Des entreprises occidentales qui viennent s'implanter et qui, au lieu de ramener leur avoir en Occident, préfèrent, pour ne pas payer les impôts, pour être défiscalisés. Donc, ils les confinent un peu partout, notamment aux Seychelles, aux îles Maurice, des paradis fiscaux, quoi, pour y échapper. Mais si en 2008, on avait pu voir le même phénomène, là, le montant s'est quintuplé, avec l'incertitude du Covid et peut-être avec l'effet pangolin, ou aussi l'incertitude de voir les régimes dictatoriaux ou incertains basculer. Donc, ça a quintuplé le montant qui a fui vers les paradis fiscaux. Voilà. Voilà, de montant quintuplé. Alors, Emmanuel Dupuis, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de ce couple infernal dont évoque Sadio, avant qu'on ne rentre dans les détails? Dire rapidement comment présenter ce phénomène. Alors, bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit Sadio, en partie, parce que ça ne concerne pas que les entreprises étrangères. D'ailleurs, il faut sans doute minorer un peu le fait que l'évasion fiscale ne concerne que les entreprises étrangères qui essayent de défiscaliser, comme ça a été parfaitement dit, dans un certain nombre de paradis fiscaux qui sont reconnus comme tels sur le continent africain. En l'occurrence des îles, notamment les Seychelles et l'île Maurice, mais c'est un phénomène qui concerne aussi l'évasion fiscale des entreprises africaines et des chefs d'entreprise africains et des responsables politiques africains qui, pris de panique, ça a été évoqué par Sadio, ont multiplié par 5 le volume de l'évasion fiscale, puisqu'on estime que depuis février, donc dans une période de temps très très courte, près de 90 milliards de dollars auraient fui le continent africain. Quand je dis fui, je m'exprime sans doute de manière trop abrupte, ont été momentanément mises à l'abri, sans doute parce que cet effet pangolin génère beaucoup d'incertitudes ou beaucoup de préoccupations. Alors, c'est un phénomène qui est annuel. Chaque année, 50 milliards de dollars, 45 milliards d'euros échappent au fisc africain, échappent au fisc des 54 pays africains. Donc, évidemment, c'est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui, me semble-t-il, est révélatrice des incertitudes qui pèsent sur le continent africain. Mais encore une fois, ce ne sont pas seulement les entreprises étrangères. D'ailleurs, on constate une baisse de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers, et ce qui confirme l'idée que ce sont de plus en plus des grandes entreprises qui investissent sur le continent africain et que le risque de l'incertitude, beaucoup de pays africains ont été déclassés ou ont vu leur niveau de risque d'incertitude élevé, ce qui fait fuir beaucoup de gens. Et encore une fois, cela va de pair avec le fait que les grandes fortunes africaines ont toutes placé leur argent en dehors du continent africain. J'extrapole sans doute, mais en tout cas, une bonne partie des grandes fortunes africaines ont considéré que l'incertitude supplémentaire liée au Covid-19 était un facteur justifiant cette multiplication par 5 de l'évasion fiscale depuis la crise de 2008. Alors, les incertitudes qui sont soit prises en compte, Mbaïfa Diallo, c'est souvent soit l'instabilité politique ou encore le climat des affaires qui n'est pas propice en termes de sécurité. Et là, on a le Covid-19. Comment est-ce que vous appréciez ce phénomène globalement par rapport à ce couple infernal, corruption, évasion fiscale, et après, vous avez un troisième larron sur le Covid-19?
Ouais, je pense qu'en fait, c'est vraiment un phénomène qui est très, très inquiétant, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une situation, à la fois situation sanitaire, hein, liée en fait au Covid qui est très, très problématique. On est également dans une situation économique qui est difficile. Et là, je reprends un peu les propos en fait de Kiam, hein, qui disait qu'en fait, finalement, la crise économique était déjà là avant même en fait de Covid. Et quand on regarde en fait le phénomène, je prends le chiffre en fait que Emmanuel en fait vient de donner, c'est énorme. C'est énorme en fait comme chiffre qui quitte l'Afrique alors qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin de ces fonds pour faire face à la crise. Et moi, mon sentiment, le sentiment personnel, hein, c'est que aujourd'hui, de manière globale, hein, c'est un sentiment d'impunité sur ce continent africain de manière globale. C'est vrai que là, on parle en fait de l'évasion fiscale, mais de manière beaucoup plus globale, en fait, la corruption de manière plus globale, hein. Donc, il y a la secrétaire exécutive de la Commission africaine économique en fait, des Nations Unies pour l'Afrique, Vera Songwe, qui disait qu'en fait, il y a juste 2 ans, que chaque année, c'est 148 milliards en fait, qui sont impactés en termes en fait, de corruption au niveau africain. Et là, il parlait plutôt en fait, de l'ensemble des activités frauduleuses de manière globale. Évidemment, il y a donc la question en fait, de l'évasion fiscale en fait, qui est incluse dans ce montant-là. Mais de manière globale, je pense que c'est une situation qui est très problématique. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment personnel qu'on laisse faire. On laisse faire en fait des multinationales qui gagnent dans un continent et qui se permettent aussi, donc du coup, de faire de l'évasion fiscale. Et encore une fois, je pense que Emmanuel a très bien fait aussi de bien préciser aussi les choses, hein, puisque c'est à la fois les multinationales qui s'implantent en Afrique, mais c'est aussi des entreprises africaines, c'est aussi des fortunes africaines qui sont censées en fait construire le continent, qui sont censées investir dans ce continent-là. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, à un moment aussi critique en fait que le moment actuel, la crise en fait actuelle, on voit en fait des personnes qui sont irresponsables. Et pour moi, il faut qu'il y ait une coordination en fait à l'échelle continentale pour vraiment en fait stopper le phénomène d'évasion fiscale. Voilà, en attendant de stopper ce phénomène, Emmanuel Dupuis, vous évoquiez en fait un risque accentué par le Covid-19 et aussi des hommes et des femmes qui craignent pour leur richesse. Alors, est-ce que ces investisseurs découvrent en fait la précarité sanitaire du continent? Alors là, je rebondis par rapport à l'évocation qu'a faite Sadio de cet effet pangolin. Alors, elle a très bien utilisé ce mot. C'est, souvenez-vous, le nom d'une note qui est sortie, une note polémique qui est sortie du CAPS, le Centre d'analyse et de prévision stratégique du ministère des Affaires étrangères, qui évoquait le fait que cette crise allait avoir plusieurs impacts, plusieurs effets, et que la pandémie allait sans doute révéler un certain nombre de fractures préexistantes. Et la fracture que vous évoquez est une étude des fractures qui est mise en avant. On ne découvre pas cette précarité, mais elle est en train d'être accentuée. Et d'une certaine façon, il y a une forme de paradoxe. De plus en plus d'entreprises africaines de taille mondiale, je prends que la plus grosse entreprise africaine, la Sonatrach, qui est l'entreprise extractive pétrolière algérienne, plus grosse entreprise africaine qui emploie 25 000 personnes et qui a un chiffre d'affaires de cette année, là aussi, encore une fois, les chiffres varient selon le prix du pétrole, mais 40 milliards de dollars. Et bien, que fait la Sonatrach? Eh bien, elle se met au diapason des grandes entreprises mondiales. Donc, on ne peut pas appeler ça vraiment de l'évasion fiscale. Elle fait de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'elle place son argent en dehors du continent africain parce que, comme vous l'avez dit, Cyr et Sadio également, l'Afrique s'inscrit aussi dans un jeu et a vocation à s'inscrire dans un jeu de notation bancaire. D'ailleurs, il faut avoir à l'esprit que la Banque africaine de développement a été notée AAA, donc ce qui prouve sa capacité à pouvoir être considérée comme un outil fiable. D'ailleurs, la Banque africaine de développement a, dans la période que nous évoquons, réussi un coup de maître, hein, puisqu'elle a réussi à lever, et je ne fais pas de digression, mais c'est complémentaire par rapport au sujet qui nous attire aujourd'hui, elle a réussi à lever un fonds un montant tout à fait considérable pour compenser effectivement cet argent qui sort du continent africain, pour montrer à quel point il y a une forme de vase communicant. 3 milliards de dollars qui ont été levés, c'est le plus grand
la plus grande levée de fonds en termes d'emprunt obligatoire social. Et tout cela montre qu'il y a ce paradoxe des entreprises africaines, des fortunes africaines, qui ne jouent pas le jeu de la solidarité nécessaire. Tidjane Thiam l'a évoqué dans son interview chez un de vos collègues. Je ne sais pas si on peut le nommer, mais enfin bon, un de vos collègues. Non, vous le nommer, c'est pas. Sur TV5 Monde, un long interview où il en appelle à la solidarité des États, il en appelle à la solidarité internationale, et il faut se réjouir de la mobilisation et du FMI et de l'Union africaine, mais il en appelle surtout à la philanthropie africaine, qui parfois a fait un peu défaut dans la manière de lutter contre cette pandémie et les précédentes. Ce fut le cas par rapport à Ebola. Alors vous me direz qu'Ebola était localisé sur 3 pays et sur une zone où ne se concentraient que 25 millions d'habitants. Donc on ne peut pas dire que c'était un test de la solidarité africaine. Mais je crois que cette crise est assez révélateur des différences d'appréciation selon que l'on se situe dans les 5, voire les 6 régions africaines. Je crois qu'il faudra dire un mot aussi sur la diaspora, qui est un des éléments clés pour lutter contre la corruption et pour, d'une certaine façon, dire qu'à côté de l'évasion fiscale, il y a le retour de l'argent des 170 millions d'Africains qui sont en dehors du continent. Cette fameuse 6e région qui a été reconnue comme telle en 2008 au niveau de l'Union africaine. Donc, bref, il y a ce phénomène de sorte d'opposition entre, d'un côté, la prise en compte d'un effet positif par rapport à la crise, donc à la crise pandémique, où finalement les États africains sont assez résilients, sont assez solidaires entre eux, et en même temps un appel à plus de solidarité, plus d'éthique sociale ou de responsabilité sociale des entreprises africaines. Et là, on est peut-être à côté parce que justement, il y a des individualismes et évidemment, l'évasion fiscale n'est qu'un seul de ces éléments. Il y a aussi le fait que beaucoup d'entreprises vont sans doute profiter de cette crise pour sans doute s'amender du paiement de leurs impôts, ce qui est aussi une autre façon de ne pas contribuer à la nécessaire mobilisation sociétale pour faire face à la crise. Alors, Mbaye Faye Diallo, il faut quand même dire que l'optimisation fiscale est légale, hein, c'est une pratique légale. Je veux dire, on n'est pas là en train de parler des gens qui se baladent avec des mallettes, mais qui font des opérations qui sont légales. Oui, mais je pense qu'en fait, il faut aussi… la suite de ma question, c'était la suivante, en fait. C'est-à-dire qu'il faut dire que l'optimisation fiscale, c'est une pratique légale. À quel moment cela pose un problème et que les États puissent s'en inquiéter? Moi, je pense qu'en fait, dans un premier temps, il faut reconceptualiser en fait les choses, surtout en fait différencier le légal du légitime. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'en fait, en tout cas, selon les législations existantes, fait légal, donc du coup, d'utiliser des pratiques d'optimisation fiscale, mais d'un point de vue de légitimité, et quand je parle de légitimité, on est plus sur le plan de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je pense qu'en fait, cette crise Covid a montré que l'entreprise ne peut plus aujourd'hui en fait exister dans l'ancien modèle en capitalisme sauvage. On ne peut plus être en fait dans ce paradigme. Il faut un nouveau paradigme, et le nouveau paradigme en fait qu'il faut, il faut absolument en fait que tous ces phénomènes en fait de corruption de manière plus globale soient vraiment en fait ne fassent plus partie en fait des stratégies des entreprises, parce que aujourd'hui la plupart de ces multinationales, de ces grandes entreprises en fait embauchent en fait des personnes, des gens qui sont des spécialistes qui les aident, qui les accompagnent à faire donc du coup de l'optimisation fiscale, et c'est là où ça pose un problème. Donc, pour moi, il y a un problème de management dans les entreprises, en fait, de manière globale, internationale, et plus particulièrement, en fait, dans le contexte. Je pense que l'Afrique n'a pas su développer son propre modèle de l'entreprise. Ce qu'on a fait, on a pris, en fait, le modèle occidental de manière globale, qu'on a copié-collé en Afrique, alors que la situation africaine n'est pas du tout, en fait, à la plupart, en fait, des styles de management de manière plus globale. Donc pour moi, l'entreprise en fait se met à mettre l'optimisation fiscale dans sa stratégie, ça pose un problème. Donc pour moi, il n'y a pas de… Parce qu'à un certain moment, je pense que c'est très difficile de définir en fait des limites, de dire à quel moment, etc. Pour moi, l'idée, c'est de dire en fait, il faut qu'on sorte de ce modèle en fait où on va utiliser en fait de l'optimisation fiscale pour gagner de l'argent, parce qu'on le fait toujours au détriment en fait de la population, de manière
de manière plus globale. On ne va pas payer les impôts qu'on aurait dû payer, c'est de l'argent qui aurait dû entrer dans les caisses des États, c'est de l'argent qui aurait pu aider à construire des hôpitaux, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une vraie problématique, hein, parce que la situation sanitaire de l'Afrique, on la connaissait avant même le Covid, elle était déjà problématique, et je pense qu'aujourd'hui, le Covid va renforcer, en fait, tous les problèmes qu'on avait sur le continent africain. Et de ce point de vue-là, c'est assez problématique. Donc, du coup, de mon point de vue, pour répondre à la question de façon directe, donc pour moi, il n'y a pas ça pose un problème, l'optimisation fiscale. Et pour moi, il n'y a pas une limite à fixer à ce niveau-là. Alors, Emmanuel Dupuis, avant la crise du Covid, déjà, l'Afrique posait quelques problèmes sur son économie par rapport aux baisses du coût du prix du baril du pétrole, par rapport à la non-diversification de son économie et par rapport aussi à la réduction de l'apport de la diaspora dans les économies nationales. Alors, quel est, après l'effet pangolin, après cette note du Quai d'Orsay, est-ce que vous pensez que la note cette note du Quai d'Orsay a eu plus d'impact pour accélérer le processus de fuite de capitaux et de la corruption sur le continent ou pas? Non, d'ailleurs, le timing, le calendrier de la note le révèle. Hein, il est sorti après. Elle est sortie après le mois de février, au moment où on a constaté le début de panique, ou en tout cas le début de mise à l'abri des économies, parce que c'est ça dont il s'agit, des économies des plus riches ou des plus nantis du continent africain. Alors, vous savez, il y a plusieurs questions dans votre plusieurs réponses apportées à votre question. Les économies africaines sont effectivement victimes de ce qu'on appelle le syndrome néerlandais. On ne va pas faire un cours d'histoire, c'est-à-dire cette hypertrophie autour d'une économie extractive, enfin liée à un système d'économie extractive, ce qui est particulièrement vrai dans les pays qui, évidemment, dépendent de la production pétrolière, avec un prix du baril qui ne reviendra jamais à ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire pour le continent africain entre 70 et 60 et 80 dollars. Pour l'Algérie, ce taux est supérieur parce que la production pétrolière algérienne est ancienne. Avec un dollar qui est descendu jusqu'à moins 37, c'est tout à fait artificiel. Le prix d'équilibre actuellement, il est situé entre 15 et 25 dollars. Le FMI estime que le prix moyen qui permettrait aux économies africaines de résister serait de 49-50 dollars. Donc, vous voyez qu'on est de toute façon en dessous du seuil de rentabilité. Donc, bien évidemment, cela a un impact sur les entreprises sous-traitantes, les entreprises africaines sous-traitantes, qui vont évidemment être particulièrement impactées par le fait que les grandes entreprises internationales vont quitter et donc, du coup, n'auront plus cette capacité de travailler avec les entreprises locales. Alors, sur l'effet pangolin, je vois un autre effet, moi. C'est celui de l'accélération ou de l'augmentation de l'économie informelle. On sait que dans la plupart des cas, l'économie informelle touche à peu près tous les pays, à quelques exceptions près, mais on est sur 80-90% de l'économie informelle, avec là aussi une perte qui peut être quantifiée. Hein. D'ailleurs, Tidjane Tian le dit, hein, cette crise va occasionner une perte de 5 à 10 points du PIB africain, ce qui se concrétise ou s'exprime par moins 130 à moins 150 milliards de dollars pour les revenus, pour le PIB africain, qui n'est que encore dans l'attente de la zone de libre-échange et de la mise en place donc d'un marché commun africain de 2400 et quelques milliards de dollars, et que bref, ce sont les économies africaines qui vont souffrir, et notamment les plus puissantes, car si vous regardez la carte des pays qui ont été atteints le plus, vous constaterez que ce sont les pays africains qui disposent des économies les plus intégrées ou les plus fortes. L'Algérie, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud. Je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais ce sont ces entreprises, ce sont ces pays-là dont les économies sont les plus fortes. Quand j'ai cité ces 5 pays, on a 50% du PIB africain. 50% cumulé ces 5 pays représentent 50% du PIB des 54, des 49 autres États africains. Donc, effectivement, il y a une forme
focalisation sur un système économique africain qui me semble pas tout à fait conforme aux objectifs du millénaire. Souvenez-vous que les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2030 précisent que pour que le continent africain soit stable, il faut une économie diversifiée. Ça répond à votre première question. Donc moins de dépendance. 95-96% des exportations angolaises et nigérianes dépendent du pétrole. Avec le prix du pétrole atrophié, il y aura des conséquences économiques lourdes et assez graves. Et puis, bien évidemment, le deuxième aspect, c'est qu'il faut un taux de croissance qui soit supérieur à celui du taux de croissance africain. Ah, mais là, il est prévu à la baisse de 3,2, ça va chuter à 1,8. Alors, là aussi, les économistes, vous savez, les économistes ont cette juste habitude de faire des tranches entre 0,8 et 1,8. Certains disent que ça pourrait descendre jusqu'à 2,8, mais on est plutôt autour de 2% de contraction. Donc, c'est énorme. C'est énorme, alors même que la croissance africaine était supérieure à la croissance mondiale. Et c'est ça qui était important et ce qui était un élément qui, effectivement, est un lien direct ou une des conséquences, malheureusement, immédiates de cet effet pangolin que la note du CAPS mettait en avant. Alors, Mbaye Fall Diop, vous qui êtes au Conseil présidentiel pour l'Afrique, Macron a pris sur lui de défendre les économies africaines, un peu en contradiction avec lui-même. Dans un premier temps, il dit qu'il faut annuler la dette. Après, il revient pour dire que non, il faut plutôt un moratoire tel que décidé au G20. Pendant ce temps, on voit les capitaux fuir du continent et que dans un autre temps, ce rapport de la task force dirigée par Tidjane Thiam voudrait que les solutions pérennes viennent de l'Afrique. Comment peut-on concilier ces trois phénomènes qui se retrouvent au même moment sur un même problème sur le continent? Je vais commencer par la question sur la position du président de la République. Je pense qu'en fait, il n'y a pas du tout en fait, de contradiction à ce niveau-là. Je pense qu'en fait, dès qu'il est arrivé en fait, au pouvoir, donc avec ce qu'on appelle il a pris des engagements qui sont très, très fermes en faveur en fait, de l'Afrique de manière globale et plus particulièrement en faveur de la jeunesse africaine. Et dans ce discours de Ouaga, donc, il y a plusieurs axes. Il y a des axes sur l'éducation, sur l'économie, évidemment, sur les problématiques de santé, etc. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un soutien qui a été très constant, en fait, depuis son arrivée. Et je pense que aussi c'est la première fois dans l'histoire de la République française, qu'un président travaille, mais vraiment, effectivement, avec la diaspora, mais vraiment de façon assez, très, très honnête, parce que le rôle du CPA, c'est ça, c'est composé par des personnalités, en fait, issues de la diaspora africaine, qui ont l'avantage, en fait, d'avoir une double connaissance, donc connaissance du terrain africain, connaissance également du terrain français, pour pouvoir, en fait, apporter un éclairage sur sa politique, en fait, africaine. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut saluer, donc, toutes ces initiatives en fait en faveur de l'Afrique. Oui, mais pour être plus précis sur cette période-là, entre la réunion du G5 et la suite de la communication où il a été dit annulation, ensuite il redescend à moratoire quand il y a eu tollé, effectivement. Mais je pense qu'en fait, vous savez tous que la complexité en fait de la géopolitique, parce que pour qu'une action en fait de la dette soit vraiment efficace, il faut que tous les pays en fait comme la Chine, les pays de l'Union européenne, etc., puissent aussi en fait donner leur accord pour que tous ces pays-là soient sur une position, sur la même position. Sachant qu'aujourd'hui, vu le contexte en fait de crise, je pense que c'est assez difficile de trouver un consensus. Peut-être que raison pour laquelle l'idée c'est de dire aussi que le temps qu'on arrive en fait à une annulation, comme il le souhaitait en fait à la base, peut-être que l'urgence, en fait, nous commande peut-être de travailler sur un moratoire, ce qui permettrait, en fait, d'alléger, d'aider, en fait, ces pays-là pour ne plus, en fait, avoir à faire face au service, en fait, de la dette, qui est quand même une contrainte pour la plupart, en fait, des pays qui font face aujourd'hui, en fait, à la crise, en fait, du Covid.
Donc, du coup, voilà, je ne suis pas sûr, pour moi, à mon sens, en tout cas, il n'y a vraiment pas en fait de contradiction. Et ensuite, sur la question de la fuite en fait des capitaux, je pense qu'il y a un vrai problème, puisque aujourd'hui, dans les accords, si je prends, mais là encore une fois, je prends l'exemple juste en fait des entreprises françaises. Sur les accords en fait autour en fait du franc CFA, il y a donc du coup ce principe de libre circulation des capitaux. Donc, et raison pour laquelle aujourd'hui, un État ne peut pas empêcher en fait à une entreprise de faire circuler en fait ses capitaux d'un pays en fait de la zone CFA à un pays de l'Union européenne ou de la France, par exemple. Et à mon sens, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut agir. Il faut agir à ce niveau-là, de dire qu'on est dans une période en fait qui est assez compliquée, assez difficile pour tout le monde en fait, à la fois pour la France, pour l'Afrique, et qu'il faut peut-être en fait trouver un mécanisme qui permet d'éviter en fait qu'il y ait massive en fait des capitaux. Et tout cela prend du temps parce qu'il faut que cela soit fait de façon consensuelle, il faut une discussion entre les certains chercheurs ont évoqué la possibilité pour l'Afrique de s'en sortir en dotant d'un bon contenu les ZLEC. Les zones de libre-échange de commerce. La ZLECA. Oui, tout à fait, mais je pense que ça, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Et aujourd'hui, en fait, le problème de fond… Non, dans cette période de Covid, il y a des chercheurs qui ont proposé que les ZLEC soient renforcés, dotés d'un bon contenu pour pouvoir faire face à l'après-Covid, à mettre en place des mécanismes qui puissent permettre aux Africains de rebondir de leur économie et d'être peut-être mieux qu'avant et rattraper un certain retard. Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, c'est une très bonne piste. Je pense il ne faut écarter en fait aucune piste qui peut permettre en tout cas aux pays africains en fait de faire face aux conséquences actuelles, mais aussi aux conséquences futures hein, de la crise en fait du Covid. Je pense que c'est une piste qu'il faut explorer. Mais encore une fois, on est dans la géopolitique. Ce sont des décisions qui se prennent entre États et qu'à ce niveau-là, c'est peut-être qu'en fait, ça va être un peu difficile, ça va prendre un peu de temps, c'est ça que je veux dire. Et pour rebondir juste moi sur quand même un point qui me semble très important, parce qu'en fait, Emmanuel parlait de l'économie informelle. Alors moi, ça fait depuis quelques années, en fait, je travaille au niveau en fait de la recherche sur ce qu'on appelle cette économie en fait informelle. Ce que je vois, c'est que globalement, le problème, c'est cette économie en fait informelle. Et je pense qu'en fait, parmi les solutions d'après-Covid, d'après-crise, il faudrait faire en sorte que les personnes en fait, qui sont dans cette économie-là puissent être accompagnées de telle sorte qu'on puisse ne serait-ce qu'en fait mettre en place un fichier, une base de données hein, pour pouvoir en fait les identifier. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie en fait de la task force au Sénégal sur la lutte en fait contre le Covid du gouvernement du Sénégal. Et aujourd'hui, une problématique de fond, c'est que même si on veut accompagner, on veut aider ces acteurs-là, on n'arrive pas en fait à les identifier. Parce qu'en fait, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de statistiques en fait sur ces acteurs-là. Et là, ça pose en fait un vrai problème parce que quand on parle en fait de solutions, si je reprends encore une fois donc les propos en fait de Tidjane Thiam qui consistent à dire qu'il faut trouver des solutions en fait au niveau local, sauf qu'on ne peut pas trouver des solutions au niveau local sans inclure, sans intégrer en fait l'économie informelle, puisque dans certains pays, il y a avoir jusqu'à 80-90% en fait des emplois qui sont dans cette économie informelle. Et aujourd'hui, quand je regarde en fait les solutions qui sont en train de se mettre en place, malheureusement, j'ai le sentiment qu'on oublie en fait ce pan entier des économies en fait, des économies africaines. Alors Morel, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions sur la contradiction, j'ai répondu. Sur la fuite des capitaux, donc pareil. Il me semble qu'il n'y avait pas un troisième élément. Je crois qu'il y avait un troisième volet. Oui, c'était… Oui, vous pouvez me rappeler le troisième volet? Oui. Bon, on y reviendra. En attendant, on va voir comment on va réagir par ces questions. Voilà, en attendant donc de retrouver ce troisième volet de Sadio, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous abordons l'impact du Covid-19 dans la corruption, le phénomène de corruption et des fuites des capitaux sur le continent africain. Alors, Emmanuel Dupuy, on va rentrer dans le vif. Il faut dire quand même, il faut aussi dire que ceux qui sont aujourd'hui
en train de mener des politiques d'optimisation fiscale, n'ont pas attendu le Covid-19 pour pouvoir le faire. Il faut souligner qu'en 2016, Oxfam avait déjà qualifié, par exemple, Maurice comme étant parmi les 15 paradis fiscaux les plus dangereux au monde, qui ne permettaient pas aux économies africaines de pouvoir rebondir et surtout souffler, notamment dans cette convention de double imposition. On l'a vu, les Sénégalais en ont été victimes, Macky Sall a plus ou moins dénoncé, le Kenya, la même chose. Alors, pour ceux qui nous suivent, cette convention, en fait, consiste à ce que les sièges, en fait, des entreprises qui sont installées dans certains pays africains, que ce soit le Congo, au Sénégal, au Kenya ou ailleurs, ne puissent pas payer une double imposition si les sièges sont du côté de Maurice. Alors, est-ce que le lit n'était pas déjà fait? Aujourd'hui, on peut accuser le Covid, c'est une chose, mais est-ce que le lit n'était pas prêt pour que ce phénomène puisse s'amplifier en cas de crise, Emmanuel Dupuis? Alors, ça a coupé, mais je crois avoir compris votre question. Est-ce que ce phénomène a été amplifié par le Covid-19? C'est bien voilà, ça? non, mais est-ce que le lit n'était pas déjà fait, puisqu'avec toutes ces conventions, notamment si on prend juste le cas de Maurice, toutes les conventions de double imposition qui ont été mises en place, qui permettaient, en fait, le Sénégal, par exemple, Macky Sall expliquait que plus de 250 milliards échappaient du fisc sénégalais, par exemple, par an. Est-ce que aujourd'hui, le Covid n'est pas juste un alibi? Le lit était déjà fait, tout était prêt pour que ces hommes, qu'il y ait, je dirais, Covid ou non, puissent maximiser le plus possible, optimiser le plus possible cette fuite de capitaux. Alors, bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de dire, et je crois que l'ensemble du débat le dit bien. Cette crise n'est pas une crise de rupture, mais une crise de confirmation ou d'accélération. Le commissaire Fayer dit que le monde d'avant ressemblera beaucoup au monde d'après, mais en pire. C'est-à-dire que tout ce qui existait précédemment va être amplifié. Et donc, vous avez raison de dire qu'il y aura sans doute des gens qui vont bénéficier de ce qu'on appelle le Covid business et qui, d'une certaine façon, vont encore plus pratiquer frauduleusement un certain nombre d'éléments. Et vous avez raison de le dire que ce n'est pas frauduleux, mais d'une certaine façon, ça montre le manque de solidarité dont a besoin le continent africain sur un plan évidemment politique, mais aussi sur un plan économique. Alors, il y a un paradoxe par rapport à l'évocation de Maurice. Certes, Maurice est… je ne suis pas ni juriste ni économiste qualifié de paradis fiscal. Et pourtant, si vous regardez le niveau de l'IDH, de l'indice de développement humain, vous constaterez que les îles Seychelles et Maurice font partie des pays les mieux dotés dans le monde. Et ils sont autour de, pour les Seychelles, 66 et Maurice, 62e rang pour les Seychelles et 66e pour l'île Maurice. Donc il y a effectivement ce paradoxe que l'on peut retrouver en Europe aussi, avec un certain nombre de pays qui ont pu être qualifiés de paradis fiscaux, même s'ils le récusent, que ce soit le cas du Liechtenstein, que ce soit le Luxembourg, ou même l'Irlande, qui apparaît comme un pays où beaucoup d'entreprises défiscalisent ou s'installent parce que le niveau d'imposition est le plus faible. Alors, entre le légal et le moral, comme l'a évoqué Dag, il y a effectivement une différence. Mais cette différence est finalement au cœur de la manière dont les pays africains vont se lier ou pas, ou s'unir pour faire face au Covid-19. Il a fallu qu'il y ait un leadership fort au niveau de l'Union africaine pour enfin comprendre qu'il fallait œuvrer à deux niveaux, une présence plus forte des entreprises et de l'économie africaine dans le monde. Elle ne représente que 11 à 12% du commerce mondial, mais que, 11 à 12% à l'intérieur donc, du commerce intra-africain, et puis bien évidemment une présence de l'économie africaine réelle qui, elle, ne représente que 2,5 à 4% du commerce mondial. Il a fallu un leadership fort avec la présidence rwandaise de l'Union africaine. Mais là aussi, on peut aussi utiliser cette comparaison. L'optimisation de l'utilisation d'un fonds de solidarité pour l'Union africaine n'a pas attendu l'effet pangolin pour difficilement se mettre en place. La fameuse taxe d'importation, les 0,2% taxés sur toutes les importations africaines pour faire fonctionner les institutions communautaires, a évidemment sur le papier une très belle résonance, mais
à une concrétisation un petit peu plus faible. Tout ça pour dire que l'effet pangolin, l'effet du Covid-19 peut avoir deux vertus. Premièrement, montrer que le continent africain a une vision peut-être endogène plus efficace, parce que plus agile et plus rapide pour répondre à cette crise. D'ailleurs, la question de la dette est au cœur de cette réflexion. Je n'ai pas tout à fait la même vision et de Sadio et de Mbaye sur cette question. Le président Emmanuel Macron a appelé à l'annulation de la dette en oubliant ou en n'évoquant pas le fait que la France ne possède pas cette dette. Hein, ça a été dit. Les 40% sont chinoises. Pas seulement chinoises, 40% sont chinoises et 25%, des entreprises privées. Et 25% appartiennent des entreprises privées. Quel est le moyen d'action que nous avons vis-à-vis de la Chine qui réclame urgemment les paiements d'ici octobre, alors que nous avons obtenu, et c'est une réussite, c'est pour ça que je me situe entre les deux, de réduire, en tout cas de limiter jusqu'en octobre le paiement que de 4% de la dette. Hein. Il ne s'agit pas de la totalité de la dette. On parle de la dette dans sa dimension dette extérieure, dette intérieure. On oublie que ce dont il s'est agi au G20, ce dont il a été question au niveau du FMI, ce n'est qu'une part infinitésimale. On parle de 20 milliards de dollars. Ce n'est pas grand-chose par rapport aux 300 milliards que représente la dette. Donc tout ça pour dire qu'il peut y avoir un effet d'annonce, mais au moins cet effet d'annonce a eu un effet déclic. Et cet effet déclic consiste à dire que la question de la dette qui revient régulièrement tous les 10 ans, vous vous souvenez que le roi du Maroc, en 2000, à l'occasion du premier sommet Union européenne, enfin du premier sommet Europe-Afrique, il venait juste d'accéder au trône, on est au Caire en avril 2000, et il a dit « ce principe de dette de toute façon est ridicule, car tous les 10 ans, la dette est effacée, et elle recommence ». Donc évidemment, la vraie question, c'est comment on arrive à créer de la production industrielle qui est pourvoyeuse d'emplois, comment est-ce qu'on arrive à ancrer les emplois africains, et comment on fait en sorte de ne pas les détruire. 20 millions d'emplois vont sans doute être détruits par rapport à la crise, à la fois liée à la chute vertigineuse des prix du pétrole, mais surtout par rapport au Covid-19. Donc, pour répondre plus précisément à Cyr, où je suis assez d'accord avec l'idée que le lit était déjà fait, je suis néanmoins aussi assez étonnamment et heureusement surpris de la très forte mobilisation et de l'inventivité africaine qui a tout de suite mis en place une task force africaine avec une mobilisation d'un leadership africain qui s'est tout de suite imposé. Et je pense notamment au quatuor qui s'est constitué autour du roi du Maroc, autour du président Macky Sall, autour du président Ibeka et du président Alassane Ouattara, qui ont conforté l'idée. Encore une fois, le président Macron n'est pas le premier à parler de l'annulation de la dette. Vladimir Poutine l'avait évoqué déjà il y a un mois, et le pape François l'a évoqué lors de sa bénédiction Urbi et Orbi. Donc, il y a une convergence, et donc je vois, moi, plutôt une sorte d'effet déclic qui fait qu'on est en train d'inventer une gouvernance économique qui, jusqu'à présent, était un petit peu atrophiée par la difficulté, justement, du retard dans la mise en place de la zone de libre-échange continentale. L'ASLECA ne sera mise en place qu'en 2024. Donc, il n'y a pas cette cohésion économique suffisante pour éponger une crise immédiate. Donc, quels sont les outils à disposition? Et de ce point de vue-là, la task force sous l'autorité de Tidjane Thiam est une réponse. La très forte mobilisation au sein de l'ONU, a cité Vera Songwe, la présidente de la commission économique pour l'Afrique de l'ONU, est aussi à la manœuvre. Et puis, bien évidemment, comme je le disais, ce très fort leadership qui va de pair, et je crois que c'est important d'en parler avec la diaspora. La diaspora, l'argent que la diaspora, dont dispose la diaspora, c'est 10 fois plus que l'aide publique au développement. Donc peut-être que c'est sans doute là qu'il faut retrouver une autre façon de compenser l'évasion fiscale. Par rapport à cette somme d'argent considérable qui sort, peut-être devrions-nous optimiser ou réajuster la manière dont l'argent rentre sur le continent africain. 80% de la somme que la diaspora réinjecte dans l'économie africaine va dans 3 domaines: le logement, la santé et l'éducation, dans une dimension familiale. Peut-être faudrait-il accompagner cela pour que cet argent puisse bénéficier aux infrastructures qui sont fortement créatrices d'emplois. Et je crois que c'est un petit peu, si j'ai bien compris, le rôle du CPA, ou en tout cas la manière dont le CPA pense la question de la diaspora dans cette
accompagnement privé ou public-privé, si vous voulez, complémentaire de l'aide publique au développement. Voilà, alors juste pour rester dans cet état d'esprit, Mbaye Diallo, pardon, est-ce que vous estimez que cet argent de la diaspora qui va rentrer, au lieu que ne soit réservé qu'aux trois, je dirais, aux trois secteurs qui ont été évoqués par Emmanuel Dupuy, est-ce qu'il faudrait créer là aussi peut-être des espaces sur le continent d'optimisation qui permettront à ce que cet argent qui rentre puisse bénéficier, je dirais, d'un routage assez particulier afin de l'injecter ailleurs que dans le manger, qui est en soi une préoccupation quotidienne. Est-ce que vous avez, à votre connaissance aujourd'hui, des espaces sur le continent? Parce qu'on a vu que les paradis fiscaux, c'est l'Asie et l'Europe qui se taillent à part du lion, principalement. Est-ce que vous avez aujourd'hui, sur place, sur le continent, des informations sur des espaces où il y aurait une ingénierie financière qui permettrait de capter cet argent de la diaspora ou encore d'autres formes de financement afin de les orienter autrement que dans les trois secteurs primordiaux qui ont été cités par Emmanuel Dupuy? Oui, donc du coup, je pense qu'en fait, la diaspora, c'est vraiment en fait une force très, très importante dans le développement en fait, de l'Afrique. De manière globale, nous, on y croit au CPA et on est missionné sur toutes les problématiques en fait, qui concernent cette diaspora africaine. Pour ce qui concerne en fait tout ce qui est espace, c'est vrai qu'en fait aujourd'hui la limite principale au niveau en fait des initiatives de la diaspora, c'est que la plupart en fait de ces initiatives là en fait ne sont pas coordonnées. Vous avez en fait des initiatives à gauche et à droite, et à un certain moment c'est dispersé, et quand c'est dispersé, ce n'est plus efficace. Et là, ce qu'on est en train aussi, nous, de faire, c'est de faire un recensement, une cartographie, donc au niveau du CPA, de l'ensemble, en fait, des initiatives. On le faisait déjà, donc on avait déjà, en fait, une mission à ce niveau-là, mais donc là, on est en train d'accélérer le processus, hein, parce que compte tenu, en fait, de la période actuelle de Covid, nous sommes en train de travailler sur le sujet et je pense qu'en fait, dans les jours à venir, on va vraiment communiquer en fait sur un certain nombre d'initiatives qui concernent en fait cette diaspora africaine. Donc ça, c'est au niveau du CPA. Et moi, ce qui me concerne en fait à titre personnel, je pense qu'en fait, il faut une banque en fait panafricaine en fait de la diaspora. Et à travers cette banque, on pourrait en fait mettre en place des programmes de financement pour accompagner des projets, mais vraiment des projets endogènes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, donc il y a pas mal d'argent. Donc là, on parle que Emmanuel citait en fait un certain nombre en fait de chiffres. C'est que quand vous regardez bien, aujourd'hui, la diaspora apporte plus qu'en fait l'aide publique au développement de manière globale. Et ben, ça veut dire qu'en fait, très clairement, on peut tout à fait en fait s'appuyer sur cette force de la diaspora pour mettre en place, pour accompagner des projets, mais il faut que ce soit en fait des projets de développement. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire malheureusement, mais une bonne partie de cet argent-là, c'est dans le domaine en fait du non productif. C'est vrai qu'il faut aider, il faut accompagner les familles, etc. Mais malheureusement, ça ne va pas aider l'Afrique en fait à long terme. Donc c'est plutôt en fait, on est plutôt dans une logique de court terme. Et pour sortir de cette logique en fait de court terme, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une banque en fait de la diaspora africaine, et cette banque-là va s'occuper de pouvoir en fait accompagner, aider tous les porteurs en fait de projets sur le continent africain. Évidemment, il ne faudrait pas se limiter en fait à 2-3 secteurs. Il faudrait que ça soit en fait une banque qui va s'occuper de tous les secteurs d'activité du moment où c'est pertinent dans le contexte local, du moment où cela permet de résoudre en fait des problèmes, résoudre la pauvreté. Cette banque pourrait tout à fait accompagner des porteurs de projets. Et là, je vais revenir sur quand même un point qu'on a déjà cité, hein, c'est l'économie informelle, puisque aujourd'hui, quand vous regardez en fait les banques classiques, la plupart de ces banques classiques ne travaillent pas avec les acteurs en fait du monde informel. Et ce qu'on a constaté en fait, et cette crise en fait nous l'a montré, c'est que ce secteur en fait informel, c'est quand même en fait la plupart des faire de les créations d'emplois, ces secteurs-là. Et aujourd'hui, on n'est même pas, même si on veut en fait aider ces secteurs-là, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de structure. Ce secteur en fait n'est pas structuré. Et ça, c'est un vrai problème. Et si demain, il y a une banque de la diaspora, cette banque peut tout à fait être sensible aux problématiques qui concernent ce secteur informel, qui est plutôt délaissé en fait par les banques classiques. Et là, je pense que c'est un début de solution. C'est un début de solution qui permettrait de faire face en fait à des problèmes d'évasion fiscale. L'économie sociale solidaire.
Donc là aussi, pareil, je pense qu'aujourd'hui, alors moi personnellement, donc là, je disais qu'en fait, j'étais impliqué dans la task force en fait, du gouvernement du Sénégal sur la lutte en fait, contre le Covid, mais à titre personnel, j'ai lancé aussi un certain nombre d'initiatives personnelles pour accompagner donc, des familles, des gens donc, du coup, en Afrique. Et là, ce que j'ai constaté, mais là, c'est vraiment le constat personnel, c'est qu'on est beaucoup plus efficace en travaillant donc, du coup, avec du réseau personnel, avec la société civile pour accompagner, pour aider en fait des gens. On a été beaucoup plus réactifs en fait pour mobiliser des fonds, pour accompagner en fait des familles, alors que les aides en fait qui venaient en fait du gouvernement donc prennent beaucoup plus de temps parce qu'il y a toute une logistique en fait à gérer. Il y a toute une polémique aussi sur la gestion même de l'aide. Ça, on l'a vu en Afrique du Sud, on l'a vu un peu moins en fait aussi au Sénégal. Je pense qu'on l'aura vu aussi dans d'autres pays. Et là, ça montre qu'en fait, au final, il faut qu'il y ait un vrai changement de paradigme. Et le changement de paradigme, en fait, doit être fait en se focalisant davantage sur cette économie informelle, sur la société civile, sur aussi l'économie sociale solidaire. Je pense qu'en fait, nous avons là trois types en fait, de domaines, trois types d'acteurs en fait, qu'on pourrait tout à fait en fait, accompagner. Et cela permettrait, parce que d'autant plus en fait, la société civile, c'est aussi une force qui permet de lutter contre les pratiques de corruption de manière globale, y compris en fait l'évasion fiscale. Parce qu'aujourd'hui, la population africaine qui est, disons, la principale concernée par les phénomènes de corruption et d'évasion fiscale, cette population, elle n'est pas toujours en fait consciente des problématiques en fait qui sont liées à l'évasion fiscale. Je pense que la plupart de cette population n'est pas éduquée, n'a pas eu la chance en fait d'être éduquée, donc d'être consciente des problématiques que cela pose en fait au niveau des États, au niveau même de cette population, au niveau d'elle-même. Donc je pense qu'en fait nous avons là qui peuvent tout à fait être exploités en fait pour développer des choses au niveau africain avec la diaspora africaine. Mbaye Fall Diallo, je veux poursuivre avec vous toujours. L'Afrique a 1,3 milliard âmes. Son poids économique, ses capitaux sont moindres à l'échelle mondiale. Les capitaux africains ne représentent quasiment rien. Et qu'en face, les capitaux occidentaux résidant en Afrique n'y résident pas assez dans les banques pour pouvoir générer un plus-value pour les pays hôtes. Alors, comment juguler avec tout ça quand on sait que la part des capitaux dont le Covid, la gestion du Covid a besoin est une part assez importante. Alors donc, face à cette problématique, comment l'Afrique va s'en sortir après Covid, même s'il y a des signaux que l'on dit positifs, parce que des mains se mettent en place pour créer des choses pour générer là où d'habitude l'Africain ne prenait pas place. Alors, comment faire? C'est-à-dire cette grande masse d'argent que l'Afrique a besoin actuellement, même si on n'a pas souvent vu beaucoup de cas de Covid, ni de morts, ni même de cas positifs. Comment l'Afrique va faire en investissant autant d'argent pour la gestion du Covid et n'ayant pas assez de capitaux et que les capitaux occidentaux n'y résident pas assez pour profiter aux économies locales? Je pense qu'en fait, là, on va plutôt en fait retrouver des solutions qu'on connaît déjà, deux types de solutions, des solutions au niveau interne et des solutions au niveau externe. Je pense qu'en fait, au niveau interne, je vais commencer en fait par le niveau interne, parce que c'est là où l'Afrique en fait maîtrise peut-être un peu plus de maîtrise en fait sur les choses. Je pense qu'en fait, l'Afrique, c'est l'un des continents les plus riches au monde. Quand on regarde en fait les ressources, c'est un continent qui n'est pas pauvre de ce point de vue-là. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'en fait, le problème qu'on a, c'est un problème en fait de management, de gestion en fait des ressources. Parce qu'il y a pas mal de contrats, on a pas mal de conventions qui existent. On en a cité quelques-unes juste avant. Et là, je vais revenir en fait au cas de la Chine, parce qu'on sait très bien qu'en fait, aujourd'hui, sur la dette en fait africaine, c'est la Chine qui a l'essentiel en fait de cette dette, comme vous l'avez si bien dit. Par contre, quand on a regardé en fait au niveau de l'aide en fait qui est apportée en fait à l'Afrique de manière globale, c'est vrai qu'on a Diakma qui apporte de l'aide logistique d'un côté,
Et de l'autre, on voit très bien qu'en fait, les pouvoirs publics chinois n'ont pas été volontaires pour qu'il y ait en fait une annulation en fait de la dette africaine. Ça veut dire que de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un début de solution. Ça veut dire en fait, c'est la Chine qui va avoir en fait les clés pour répondre en fait à cette problème. Est-ce que la Chine serait en fait à faire des efforts à ce niveau? Que la Chine a pas mal de contrats en fait avec les pays africains. Je pense qu'à un certain moment, il appartient à l'Afrique. Et quand je dis à l'Afrique, il faut que cela vienne en fait de l'Union africaine. Il ne faut pas que ça vienne du Sénégal ou du Mali, parce que le Sénégal ne va pas pouvoir faire face en fait à la Chine. Le Congo, pareil, ne va pas pouvoir faire face à la Chine, ni le Niger, etc. Et l'Union africaine peut tout à fait mener, donc voilà, à ce niveau-là, en fait, une discussion franche avec la Chine. Pour qu'il y ait moins de corruption dans les contrats, pour qu'il y ait des conventions beaucoup plus vis-à-vis en fait des pays africains. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a déjà une marge de manœuvre pour aller récolter en fait quelque chose de l'argent, des fonds qui peuvent aider en fait l'Afrique à mettre en place des solutions pour faire face en fait aux conséquences de la crise. Donc ça, c'est des solutions qui sont liées en fait aux ressources. L'Afrique a des ressources. Deuxième type de solution, donc là, je pense que c'est vraiment au niveau des bailleurs de fonds. Il faut que ces bailleurs de fonds-là, et quand je parle des bailleurs de fonds, c'est à la fois la Banque mondiale, c'est le FMI, ça va être les États-Unis, etc., se mettre d'accord pour mettre en place un plan d'aide, pour aider, mais vraiment dans le bon sens, hein, aider l'Afrique en fait à faire face en fait à cette crise avec une annulation de la dette. Hein, parce que je ne vois pas une autre solution à ce niveau-là, parce que tant qu'il n'y a pas en fait une annulation massive en fait de la dette, l'Afrique va toujours en fait avoir à faire face à ce problème-là. Et en contrepartie, parce qu'il y a une contrepartie. Donc je ne suis pas là en fait pour en train de dire il faut juste en fait apporter de l'aide. Non, il faut apporter de l'aide certes, mais en contrepartie, il faut qu'il y ait aussi de la part en fait des gouvernements africains, mais vraiment tout un travail en fait sur la transparence, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des problèmes à ce niveau-là. Cela fait en fait plus de 50 ans, plus de 60 ans qu'on a eu les indépendances et toujours on en revient au même débat. Hein. C'est vrai qu'en fait la situation elle est inédite, la situation de Covid, mais au final hein, tout ce qu'on est en train de dire hein, concernant la dette, le fait qu'il y a des problèmes d'argent, de fonds pour l'Afrique, etc. Mais cela fait 60 ans qu'on le dit et à chaque fois on en revient toujours en fait au même débat. Sur l'utilisation aussi de l'aide, hein, parce que dans le passé, l'aide n'a pas non plus été utilisée en fait à bon escient. Donc, il y a eu quand même des détournements de la part en fait des élites africaines, de manière globale, ici. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a des choses à faire. Aussi, voilà, les preuves, mais on sait aussi qu'il y a pas mal d'argent d'Africains qui dort en fait dans des banques européennes, dans des banques américaines ou suisses, etc. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On l'a vu avec les États-Unis, quand ils ont voulu lutter contre tout ce qui est évasion, tout ce qui est corruption, les gens qui mettaient de l'argent dans des banques à l'étranger, etc. Le président Obama, il a pu quand même le faire de façon efficace hein, vis-à-vis de la Suisse, etc. Et là, moi, je me demande juste pourquoi les gouvernements africains ne devraient pas aussi faire pareil. Évidemment en collaboration avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Chine. Nous parlons de la Chine. Donc, je pense qu'en fait, il y a des solutions. La seule question, c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt, en fait, à mettre en place ces solutions-là? Mais des solutions, il en existe. Et je pense que l'Afrique va s'en sortir de par la force de sa diaspora, de par la force, en fait, de sa société civile. On le voit, hein, je prends en fait juste en fait un exemple. Donc il y a une ONG, en fait, ONG, une association, disons, la société civile qui s'appelle UNU Blanc, donc qui a été créée en fait par Jean-Jacques Lumumba, avec qui j'ai pas mal en fait échangé, que j'ai même invité en fait à une conférence il y a quelques temps. Et on voit nettement qu'en fait, avec ce type d'association, on a vraiment une société civile qui est très, très active en fait, et qui est en train en fait de lutter pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence donc, dans la gestion des deniers publics. Et je pense qu'en fait, c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi agir, parce qu'il ne sert à rien d'aller demander de l'argent, tant qu'en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, on va aller encore redemander de l'argent. On va savoir s'en sortir, et de toute façon, ce sont
ce sont les fils, la jeunesse africaine, ce sont les fils des Africains qui vont payer en fait toute cette dette-là, hein, tous ces fonds-là, parce que c'est de l'aide. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a tout un travail à faire après Covid pour pousser donc, du coup, l'ensemble des gouvernements africains donc, du coup, à faire preuve de transparence, de bonne gestion en fait, des deniers publics. Et je pense qu'en fait, c'est là où il faut agir. Hein, parce que sinon, on va toujours en fait, revenir à la même question, aux mêmes problématiques. Merci Mbaye Fall Diallo. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil africain, présidentiel africain et franco-sénégalais et que vous êtes à l'Université de Lille, enseignant en management, gestion entrepreneuriale, tout ce qui peut propulser l'Afrique vers l'avant. Alors, Sir Makosso. Voilà, on arrive à la fin. Emmanuel Dupuis, alors juste, je vais renverser en fait le thème que nous avons abordé ce soir. Vous nous avez annoncé tout à l'heure 90 milliards de dollars en fait sont déjà sortis du continent depuis le mois de février. En quoi le Covid-19 pourrait être une réelle opportunité pour le continent africain de lutter efficacement contre l'évasion fiscale et la corruption? Alors, moi, je vois plusieurs éléments de réponse. Alors, premièrement, il faut tenir compte du fait qu'à côté de ce phénomène, un autre phénomène ne s'est pas arrêté, c'est la dématérialisation financière. Et ça, je crois que c'est un élément dont il faut évidemment tenir compte avec quelques réalités. Hein. C'est que Internet est en train de faire sa mue sur le continent africain. Hein. Il y a pour l'instant, il y a actuellement 170 millions d'utilisateurs d'Internet. Ils seront 600 millions à l'horizon 2025. Je dis ça pourquoi? Parce que les économies les plus avancées sur le continent africain, celles qui tangentent vers les 8% de croissance, ce qu'appelle l'objectif du millénaire pour le développement, nommément le Rwanda ou le Kenya, ont pratiquement déjà fait leur mue et leur transition. Près de 42% des transactions financières au Kenya se font à travers la dématérialisation et les banques mobiles. Donc, ce phénomène de la dématérialisation est aussi un élément qui permet de juguler ou de compenser l'évasion fiscale tel que ça a été évoqué. Alors, mon premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse, et je crois que il l'a parfaitement évoqué, le fait de se recentrer ou de remobiliser des acteurs qui ont été insuffisamment pris en compte. La diaspora, les outils, la diaspora en est un, évidemment, en faisant en sorte que l'argent qu'elle met à disposition, mes chiffres datent d'il y a quelques années, mais des 60 milliards de dollars qui chaque année reviennent sur le continent africain, devraient être ciblés pour répondre aux premiers besoins, en tout cas formulés comme tels par la Banque mondiale, c'est-à-dire l'investissement dans les infrastructures. Vous savez qu'actuellement, on investit 45 milliards de dollars par an dans les infrastructures. La Banque mondiale estime qu'il en faudrait 68 milliards de plus, 68 voire 101 milliards de plus, encore une fois, la fourchette est large, pour que le continent africain puisse réellement créer les emplois dont ont besoin les Africains, évidemment, par rapport effectivement à ce hiatus qui peut exister entre les primo-accédants, les 20 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail et malheureusement qui ne trouvent pas d'emploi créé. Donc, réorientation vers le secteur des infrastructures, remobilisation des acteurs qui jusqu'à présent n'étaient pas suffisamment fléchés vers ce besoin d'investissement, j'allais dire inclusif. Et il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, je crois qu'il est important. Il faut aussi que les États eux-mêmes puissent donner l'exemple. Le président Emmanuel Macron a donné cette belle impulsion qu'à l'horizon 2021, la part de l'aide publique au développement, vous savez que la France ne consacre que 0,43% de son revenu national brut, et on est très loin des objectifs, encore une fois, du millénaire, qui était fixé à 0,7. Il n'y a que très peu d'États européens qui ont ce niveau. La Grande-Bretagne, par exemple, ou la Suède. Mais que l'objectif d'aboutir au 0,56% est aussi un objectif qui contribue à ramener un financement, parce que ce que l'État fait entraîne un partenariat public-privé avec des entreprises qui comprennent enfin la nécessité d'investir. Et je ne parle pas seulement que des entreprises du CAC 40, du puissant tissu industriel français, et notamment celui des PME. Ce que nous faisons ce que d'autres pays européens font, je pense notamment à l'Allemagne, devrait nous inciter à cibler et
ancrer une culture d'investissement vers le continent africain, vers les entreprises qui jusqu'à présent pensaient l'international que dans les marchés très lointains. Je réponds directement à votre question. L'effet du Covid-19 aura une vertu que Hubert Védrine a résumée à travers un article où il évoque le fait que l'Afrique est l'Eldorado, non seulement des Européens, mais des Africains eux-mêmes. Et que cette crise va sans doute faire redécouvrir la vertu de la proximité, ce qu'on appelle la relocalisation. Au lieu d'exporter notre savoir-faire, au lieu de transférer nos technologies très loin, au lieu de, vendre nos molécules dont nous avons besoin pour faire face à des crises, pourquoi ne pas les ramener dans notre environnement? Et là, on est dans un puissant levier de co-développement africain, méditerranéen, européen. Logique que utilise fréquemment notre ami à tous, Jean-Louis Guigou, cette notion de quartier d'orange. Verticalité, nous travaillons avec des aires économiques intégrées, avec des fuseaux horaires qui ne dépassent pas 2 ou 3 heures. Donc, nous avons une culture, une capacité d'entreprise qui a été insuffisamment prise en compte. Un des effets sur et pour le continent africain sera peut-être de refaire découvrir la capacité d'exporter notre savoir-faire, de coproduire et d'utiliser l'immense talent technologique, éducatif, scientifique que l'on peut trouver sur le continent africain. Bref, construire nos voitures, non plus en Chine, mais les construire dans la proximité de notre marché méditerranéen, davantage s'appuyer sur les startups, ce qu'on appelle maintenant les licornes. Il y a un phénomène grandissant des licornes africaines qui, elles-mêmes, ont réussi à lever près de 560 millions de dollars l'année dernière, sans l'apport de quiconque. Et encore une fois, ce ne sont pas des start-upers français ou des start-upers occidentaux, ce sont des start-upers africains eux-mêmes, plus ou moins 200 start-up, 128, pardon. Vous voyez, le chiffre est très précis. Donc, qui s'investissent dans des domaines d'avenir, ce qu'on appelle les fintech, donc les technologies, la dématérialisation financière, l'e-commerce. Encore une fois, comme je le rappelais, avec ce cas donc du Kenya pour lequel 48, je suis plus précis, 48,7% des transactions, 48,7% du PIB se fait à travers la dématérialisation et les banques mobiles. Donc c'est un élément là aussi dont il faut tenir compte. Ce qui est vrai en Afrique australe, dite anglophone, est aussi vrai de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Il y a un boom des banques mobiles, notamment avec MTN Money, qui est aussi un phénomène qui va beaucoup impacter sur cette capacité, Orange Money ou MTN Money, qui va beaucoup impacter sur la capacité de s'appuyer sur les diasporas. D'une phrase pour terminer, parce qu'on a vraiment là pour le coup très très élargi notre prisme, je crois que ce que moi je retiendrai de la manière dont l'Afrique va sans doute résister beaucoup plus que les signaux faibles nous le disaient. Premièrement, c'est le fait qu'on a oublié qu'avec le retour du Maroc sur la scène panafricaine depuis le 31 janvier 2017, s'est créée une vraie communauté africaine. Et nonobstant les différences de point de vue entre l'Algérie et le Maroc, c'est une réalité qui est solidement ancrée. Donc la solidarité intra-africaine est devenue une réalité. Le Maroc est là pour aider la sous-région ouest-africaine, mais évidemment, comme vous le savez, non, le Maroc, on la sent aussi prédateur que les pays occidentaux qui ne viennent pas pour qui viennent vendre du produit fini en Afrique. Le Maroc, il faut de la production. Sadio, excuse-moi, mais il faut de la production manufacturière en Afrique. Il faut de encore une fois, j'ai le sentiment que votre propos consiste à dire qu'il ne faut pas que l'Afrique se développe. Bien sûr qu'il faut que l'Afrique se développe. Eh bien alors, les investisseurs… Avec une autre manière de faire que de venir prendre du brut et de revendre du produit fini. Dans le secteur pétrolier, par exemple, le Maroc n'est absolument pas consommateur de pétrole, puisque le Maroc achète son pétrole ailleurs. Le Maroc vend des produits pétroliers finis à l'Afrique.
ça mériterait un débat parce que je ne vous souvenirai pas ce point de vue-là. Par contre, ce que je sais, c'est que le Maroc est le premier investisseur dans la zone UEMOA et le premier investisseur dans la zone CEMAC. Et ça, c'est une réalité dont il faut aussi tenir compte. Bref, mon propos, c'est de dire que ce qui est nouveau, c'est le sentiment de solidarité africaine plus forte. Et ça, je crois que c'est un élément indéniable. Deuxième élément, le fait que le continent africain, finalement, devient un enjeu de puissance, et je veux l'optimiser. Hein, il n'y a pas que la Chine. Hein, et justement, cette concurrence pour faire face à la Chine est tout à fait bénéfique pour le continent africain. Ça veut dire que beaucoup d'États vont venir compenser ou du moins concurrencer la manière dont la Chine se présente en Afrique. Un exemple très concret, lors du dernier sommet sino-chinois qui s'est tenu à Antananarivo l'été dernier, la Chine a promis 176 milliards de prêts simples pour l'année, en l'occurrence en direction des 53 pays. Comme vous le savez, Eswatini ne reconnaissant pas la République populaire de Chine. Qu'a-t-on observé dans les semaines qui ont suivi? Les États-Unis qui ont dit, pour ne pas rester en reste, eh ben nous, on va mettre 60 milliards de prêts pour le continent africain. Donc, se crée une sorte d'émulation où, in fine, les entreprises étrangères comprennent la nécessité de s'ancrer et de comprendre et de s'investir davantage dans le marché africain. Donc, peut-être que les sommes d'urgence qui ont été mises en place, et il faut s'en féliciter de la part du FMI, de la part de l'Union européenne, et singulièrement les 1,2 milliards que la France a promis de mettre à disposition dans le fonds de solidarité Covid, ne sont que la pointe émergée de l'iceberg où va se créer une résilience sur le plus long terme avec beaucoup d'entreprises étrangères qui vont comprendre la nécessité, je crois, non pas d'avoir une logique prédatrice, elle existe, mais là aussi, je voudrais terminer d'une phrase. Pour qu'il n'y ait pas cette logique prédatrice, encore faudrait-il qu'il y ait une harmonisation du droit foncier ou tout simplement une existence de l'individualisation de l'appartenance de la terre dans tous les pays africains. Encore faudrait-il que tous les pays africains s'harmonisent sur leurs droits miniers. Et je crois que là aussi, il y a un vrai travail à faire car certains pays l'ont fait. Le Gabon l'a fait, le Congo l'a fait, le Djibouti est en train de le faire. Et je crois que là aussi, il faut que les États africains arrivent à une harmonisation pour faire payer toutes les entreprises qui investissent sur le continent africain. Comme vous le savez, j'enseigne dans les entreprises chinoises. Je ne défendrai pas la position chinoise. Ceci dit, les entreprises chinoises ont toujours comme réponse le fait de dire « oui, nous sommes sur le continent africain, mais nous, contrairement à beaucoup d'entreprises européennes qui défiscalisent, nous payons notre impôt sur le continent africain. » Alors après, que cet argent soit fléché à mauvais escient est une autre question. Mais il y a aussi celle de la corruption des États ou des gouvernants. Ouais. On est bien d'accord. Mais la réalité, c'est qu'il faut que les États imposent eux-mêmes leurs propres outils face aux entreprises. Bien entendu. Ouais. Parce que sinon, les entreprises feront une économie concessionnaire. Et évidemment, s'il n'y a pas de règles, eh bien, ils se nourriront dans la terre ou en exploitant les fonds marins et en exploitant donc les mines, enfin bref, les hydrocarbures et autres. Donc bien sûr, ça aussi c'est un élément important. Bon, voilà ce que je voulais dire. J'ai été un petit peu trop long. Rapidement, une réponse très très brève si vous permettez, puisqu'on est à la fin. Dans l'argent qui se volatilise aujourd'hui, vous le repartissez comment sur le continent à peu près? Alors ça c'est une question. J'ajouterais, Sire, si vous le permettez, de dire plutôt quelle est la part de corruption dans les 90 milliards d'évasion fiscale de l'Afrique vers le truc des dirigeants africains. Alors ça, c'est une question un petit peu compliquée à laquelle répondre comme ça en quelques mots. Je vous conseille, en guise de réponse, mais d'une certaine façon, ce ne sera pas une réponse de Normand, la lecture de l'excellent ouvrage de ma collègue et amie Estelle Motion, qui est journaliste à Jeune Afrique, qui a documenté cela pour l'Angola, qui évidemment est un facteur un petit peu particulier parce que l'évasion fiscale concerne des entreprises angolaises qui sont fiscalisées au Portugal. Et donc l'argent fuit l'Angola, 1 milliard d'euros pour la deuxième fortune africaine, au profit d'Isabelle dos Santos. Donc, pour répondre à votre question, Sadio, il faut aussi tenir compte
de l'hypertrophie de la richesse africaine ou des richesses africaines. Les premiers parmi les classements mondiaux, je pense à Dangote, sont au Nigeria. Donc peut-être faut-il voir le premier et d'ailleurs, je peux même vous donner le palmarès exact. Hein. Dangote est premier, Isabel de Santos est seconde et Mike Adenoga est troisième. Donc vous voyez, c'est un Nigérien. Donc je dirais plutôt dans les pays qui n'ont pas une culture ou une pratique de la corruption active, mais qui génèrent le plus de moyens de prêter flanc à cette corruption, et bien évidemment, les industries extractives sont celles qui le bénéficient le plus. Donc, je répondrais tout simplement les pays qui sont anormalement liés à cette économie, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, d'une certaine façon au Tchad, évidemment l'Algérie, l'Angola et le Nigeria, mais peut-être, je sais que Guy ne sera pas forcément d'accord, mais avec la découverte des gisements pétroliers en offshore au large de Saint-Louis, peut-être que le Sénégal est peut-être à l'aune de ce syndrome néerlandais qui peut apporter le meilleur, mais qui parfois a amené les États vers cette corruption, j'allais dire, endémique ou cette corruption résiliente. En tout cas, le Sénégal, pour le moment, se débrouille bien, vu la mise en place des structures pour accueillir les prochains flux pétroliers. C'est le début. En tout cas, pour le moment. Ouais. Voilà. Voilà, messieurs, merci donc Emmanuel Dupuis. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE, et vous enseignez à l'Institut supérieur de gestion. Merci à vous aussi, Mbaye Faye Diallo. Je rappelle donc que vous êtes membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique et vous enseignez l'économie à l'Université de Lille. Merci encore, Sadio, d'avoir pris le temps d'échanger et de m'accompagner ce soir dans ce programme. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir. Merci beaucoup.